Merci de regagner vos places pour les dernières personnes qui sont encore debout. Bien le bonjour donc, bien le bonjour et bienvenue donc à cette cinquième journée pédagogique nationale en formation professionnelle. Pardonnez le retard, il y a un peu de neige ce matin, vous avez constaté des gens qui sont un petit peu retardés. Alors, nous voici maintenant fin prêt à commencer. Bonjour à vous tous et je m'appelle Diane Martin, je suis animatrice, journaliste indépendante et aussi facilitatrice d'événements de ce genre, donc d'événements en contenu comme le vôtre. Et c'est drôle, mais je rencontre plein de gens qui se disent bonjour, mais on se connaît, on se connaît. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui participent au colloque de la TRAC-FP ici dans la salle? Levez la main. Ah, ben je vous retrouve, c'est des amis, ça. Bonjour, je suis contente de vous retrouver chaque année. Bien, contente de me joindre à vous cette année pour animer. Je sais que d'habitude, c'est Louise Trudel qui assure l'animation, mais elle m'a dit, Diane, donc, cette année, j'ai le goût d'avoir le temps de parler aux gens. Veux-tu t'occuper de ça? Je dis, bien sûr, Louise. Alors, ça me fait plaisir donc d'être avec vous pour animer cet avant-midi. Mais sans plus tarder, avant de commencer l'ensemble des travaux de ce colloque aujourd'hui et de vous donner la chance aussi de vous exprimer entre vous et d'apprendre plein de choses, on va commencer par faire les choses correctement. Louise m'a demandé d'animer pour elle, mais elle a quand même des choses à vous dire. Alors, pour vous souhaiter la bienvenue, donc, accueillons la directrice générale du Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec, Mme Louise Trudel. Alors, merci, Mme Martin. Et oui, aujourd'hui, j'avais le goût de pouvoir jaser davantage avec les gens, donc je lui ai cédé une partie de cette animation. Alors, dans un premier temps, j'aimerais vous dire bienvenue à la Journée pédagogique nationale en formation professionnelle sur le thème Regard sur des pratiques efficaces d'enseignement. Pour cette cinquième édition, nous mettons l'emphase sur les pratiques d'enseignement à partir de regards différents, de pratiques différentes et de situations différentes. Dans des contextes variés d'enseignement et d'apprentissage, que ce soit en entreprise, en milieu scolaire, en mode individualisé, nous aurons des présentations qui sûrement seront objet de ressourcement professionnel pour vous. Vous êtes plus, ça n'a peut-être pas l'air de ça parce qu'il y a des chaises vides, mais vous êtes plus de 600 personnes aujourd'hui à vous être inscrits à cette journée nationale. Alors, vous méritez un bon applaudissement. Près des 600 qui sont ici, qui se sont inscrits, sont des enseignants, près de 500 enseignants, des conseillers pédagogiques, en bonne partie aussi, et des cadres scolaires, des orthopédagogues, des techniciens, tous des gens qui travaillent dans les centres de formation professionnelle directement avec l'étudiant ou qui soutiennent l'enseignant dans sa pratique enseignante auprès des étudiants. Ce sont votre enthousiasme et votre participation qui font de cette journée un succès. Et j'aimerais ajouter que vous êtes 600 en présentiel, mais qu'il y a près de 200 enseignants dans différentes régions du Québec qui suivent en web diffusion de la Haute-Gaspésie, Chibougamau et d'autres, Amkoui, etc. Là, la commission scolaire René Lévesque, il y en a dans l'ouest de l'île de Montréal entièrement. Donc, c'est près de 200 personnes aussi dans 7 à 8 centres de formation professionnelle qui suivent le programme de web diffusion. Merci à tous nos partenaires, au départ à nos partenaires hôtes, la Commission scolaire des navigateurs et la Ville de Lévis. Par la suite, à nos grands partenaires, qui sont la Commission des normes de la santé et de la sécurité, de l'équité de la santé et de la sécurité du travail, la Société de formation à distance des commissions scolaires du Québec, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, la Fédération des syndicats de l'enseignement, il y a Druide, la Commission scolaire de la capitale, la Fédération de la Commission scolaire du Québec, la capitale assurance et services financiers notamment, à tous nos exposants, sans oublier aussi nos bénévoles. Les jeunes que vous avez vus sur le plancher tantôt sont des jeunes étudiants
en formation professionnelle en vente conseil du CFP Gabriel Rousseau. Alors, merci, M. Lambert, M. Jules Gagnon et vous, jeunes qui font partie de la relève en formation professionnelle, sans oublier notre comité organisateur, sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Donc, je vous souhaite une excellente journée, même s'il y a un peu de neige à l'extérieur, mais ça fait partie de l'hiver québécois. Et je vous dis, n'oubliez pas tout de suite de noter à votre agenda, le 13 novembre 2020, la 6e édition de la Journée pédagogique nationale. Au plaisir. Merci. Merci beaucoup, Louis Trudel. Et je cède maintenant la parole à la directrice générale des services à l'enseignement, éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Madame Geneviève Leblanc, que je vous demande d'accueillir chaleureusement. Bonjour à toutes et à tous. Ça me fait vraiment un grand plaisir d'être ici. Là, je viens d'apprendre qu'il y a près de 600 personnes, peut-être 800 si on compte la web diffusion, dont la majorité sont des enseignants. J'en profite pour dire que je suis directrice générale des services en enseignement, donc les mandats qui me sont confiés, en grande partie, ce sont l'élaboration, la révision des programmes d'études en formation générale des jeunes, en formation des adultes et en formation professionnelle. Donc, normalement, c'est votre matière première, les programmes d'études. J'en profite aussi pour dire que je suis accompagnée du directeur de la formation professionnelle, M. Jean-Sébastien Drapeau, où est-ce que, dans son équipe, entre autres, les personnes élaborent, révisent les programmes d'études avec lesquels vous travaillez au quotidien. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Donc, M. Sylvain Dessel, Mme Louise Trudel, Messieurs, Mesdames, bonjour. C'est donc un grand plaisir pour moi d'être parmi vous ce matin à l'occasion de ces journées pédagogiques nationales en formation professionnelle, donc les 5e journées. Donc, comme on le dit, il s'agit d'un forum des plus fédérateurs qui réunit les principaux acteurs de la formation professionnelle au Québec. Ce qui m'amène au thème de cette année, regard sur des pratiques efficaces d'enseignement qui témoignent du souci que vous avez de maintenir une formation de qualité dans tous les programmes d'études et surtout le territoire québécois. Je tiens d'ailleurs à souligner que la réputation de la formation professionnelle est enviable à l'international et ça repose en grande partie sur la force de son réseau dont vous faites partie et de sa capacité d'adaptation aux changements socio-économiques inhérents aux métiers et aux professions. Toutefois, vous le savez, nos environnements évoluent à la vitesse grand V. Ils nous amènent à réaliser le présent, mais également à veiller à ce que sera demain et à s'y préparer. Mais de quoi sera fait ce demain? Bien entendu, nous ne pouvons tout prédire, mais néanmoins, on peut être à l'affût et anticiper des services qui vont faciliter l'accès, la mobilité et l'avancement en emploi. On connaît tous et toutes le contexte socio-économique actuel qui est marqué par une décroissance démographique, une rareté de main-d'œuvre, je dirais peut-être pas sans précédent, mais très importante. Les données nous indiquent d'ailleurs qu'au cours des 10 prochaines années, il va y avoir beaucoup de postes à pourvoir au Québec et il y en a déjà beaucoup présentement dans certains domaines. Ça peut être une bonne nouvelle, mais ça peut avoir pour effet que certains élèves sont peut-être tentés de laisser tomber leur formation avant l'obtention de leur diplôme, devant la demande pressante de l'entreprise qu'on comprend bien. Il importe donc d'établir de solides collaborations avec nos partenaires du marché du travail pour accentuer la formation en entreprise. Non seulement former intramuros permet de rejoindre directement la clientèle, mais qui plus est, ceci prévient que des personnes ayant quitté la formation ne se retrouvent pas en déficit de compétences dans quelques années. C'est fort important. Donc, l'apprentissage accru en milieu de travail constitue une autre avenue pour préparer de façon concrète nos élèves à la réalité de l'environnement du corps d'emploi vers lequel ils se dirigent. Pour assurer l'accès des élèves à des apprentissages de qualité en milieu de travail, le ministère, le gouvernement, a investi 3,9 millions sur 5 ans pour réaliser des projets qui s'inspirent
du modèle dit dual allemand. Depuis sa mise en place, il y a 2 ou 3 ans, il y a 26 projets pilotes qui sont associés à 15 programmes d'études différents qui sont en expérimentation un peu partout au Québec. Chacun de ces programmes, chacun de ces projets pilotes ont eu une entrée en vigueur depuis quelques années. La dernière année, il y en a eu 14 qui se sont ajoutés. Donc, selon les premiers constats des commissions scolaires participantes, l'approche permet d'intéresser des élèves moins attirés par les modes de formation classiques. Pensons aussi à des travailleurs en réorientation de carrière ou à des adultes qui doivent, par exemple, survenir aux besoins de leur famille. Bien sûr, l'évaluation des retombées de ces projets s'impose. On doit les évaluer. C'est pourquoi un comité national se penchera sur les réalités vécues, les bons coups, les difficultés rencontrées au cours des prochains mois. Donc, il n'y a pas que le monde du travail qui est en mutation. Nos élèves sont de plus en plus tournés vers de nouvelles manières d'envisager l'aménagement de leur vie quotidienne afin de laisser place à la famille, aux loisirs et à leur bien-être. Ceci amène à être créatif, à développer de nouveaux modèles de fréquentation et d'enseignement-apprentissage. On pense à la pédagogie inversée, à la formation à distance, aux classes virtuelles, l'enseignement individualisé. Ce sont là tous des modes qui peuvent être approchés. De plus différentes mesures ont été mises en place récemment pour former davantage d'élèves, mieux soutenir les commissions scolaires en région. Par exemple, les petites cohortes, la formation à temps partiel, le soutien à la mobilité interrégionale des élèves, ce ne sont là que quelques mesures qui ont été mises de l'avant dans les dernières années. Ces mesures ne sont pas encore atteintes leur plein rendement. Pourtant, elles répondent à des besoins ciblés et sont porteuses en matière d'accessibilité, de persévérance et de réussite scolaire. Les discussions que vous aurez au cours de la journée pourront d'ailleurs enrichir nos réflexions ici au ministère. Par ailleurs, l'automatisation et l'intelligence artificielle ne sont plus des vues de l'esprit, mais une réalité qui influe de plus en plus le monde du travail. Et en corollaire, la formation qui est préparatoire. La machine ne pourra remplacer l'humain, c'est certain, mais nous aurons à développer chez lui tout autant le maniement de ces machines, mais en même temps les nouvelles attitudes et la manière d'envisager le travail. Avec un investissement de 10 millions, le plan d'action numérique qui a été dévoilé au cours des derniers mois au ministère va soutenir en éducation et en enseignement supérieur l'optimisation numérique de nos centres. Il s'agit d'un levier fort opportun pour favoriser l'établissement d'approches pédagogiques innovantes par l'intégration et l'exploitation efficace du numérique au service de la réussite de toutes les personnes. Donc, je termine en disant que bâtir la formation professionnelle du 21e siècle capte les tendances, se donner les moyens pour que nos élèves soient des leviers d'innovation et de transformation du monde du travail. Voilà ce à quoi ensemble nous mettons l'épaule à la roue. Je vous souhaite donc d'excellentes réflexions et une très bonne rencontre. Je n'ai aucun doute qu'elle sera très dynamique et enrichissante. Merci. Vous avez entièrement raison, Madame Leblanc. Merci beaucoup. Dynamique qu'elle le sera, ça s'en vient, ça s'en vient. Nous avons une dernière personne qui va vous souhaiter la bienvenue, s'adresser à vous. Elle est directrice du partenariat, coprésidente du Comité national pour la formation et la prévention des risques professionnels, Commission des normes, de l'équité, de la santé, de la sécurité du travail, Madame Caroline Clark. Donc, Madame Leblanc, Madame Trudel, Mesdames et Messieurs, bon matin à tous. Prendre la parole à l'occasion de ce rassemblement national qui réunit des centaines d'enseignants dont le rôle est de former des futurs travailleurs de métiers du Québec est pour moi un honneur. La mission de la prévention me tient particulièrement à cœur. Je dois vous confier que j'ai moi-même une formation de conseillère en orientation et que dans une autre vie, j'ai aussi œuvré auprès des jeunes au quotidien, donc l'éducation, j'y crois. En tant qu'enseignant, vous avez un rôle fondamental à jouer, développer le réflexe de la prévention chez les jeunes. C'est à vous que revient la tâche essentielle de leur transmettre les savoirs de prévention. C'est à vous aussi de les guider afin qu'ils adoptent des pratiques de travail saines, sécuritaires et efficaces
tout en leur apprenant leur métier. Vos élèves vous observent. Vous représentez des modèles pour eux. Ne dit-on pas, il n'est rien de plus éloquent que l'exemple. Ce qui est bon pour les élèves est également bon pour vous. En effet, lorsque vous supervisez les apprentissages dans un lieu qui est exempt de danger et que vous adoptez vous-même des pratiques sécuritaires devant vos élèves, vous contribuez du coup à votre propre santé et sécurité comme travailleur. Vous préservez donc simultanément votre intégrité physique et la leur. C'est du gagnant-gagnant. L'apprentissage de la sécurité et de la santé et de la sécurité du travail, ça commence réellement sur les bancs d'école. La capacité de faire face aux risques professionnels dépend fortement de l'éducation reçue en matière de prévention. Bien sûr, vous vous appuyez sur l'apport de vos employeurs qui doivent respecter leurs obligations légales en matière de SST, mais vous avez l'opportunité d'agir aussi en amont. Vous avez la possibilité de faire la différence sur le marché du travail par votre contribution et par votre exemple. C'est d'autant plus important parce que vous avez à relever ce défi chaque année avec chacune des nouvelles cohortes d'élèves que vous formez. Il faut savoir là, que malgré tous les efforts que vous déployez, que la commission déploie également, que vous déployez vous comme enseignant, conseiller pédagogique ou gestionnaire d'établissement d'enseignement, il y a quand même encore 30 jeunes qui sont victimes d'un accident chaque jour. C'est énorme. Tous âges confondus, 230 personnes sont décédées au travail l'an passé et 96 000 ont subi des lésions professionnelles. Dans un contexte de plein emploi, comme on parlait tout à l'heure, voire de rareté de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs, il ne faut surtout pas baisser la garde. La santé et sécurité doit plus que jamais être à l'avant-plan. Elle doit demeurer au cœur de nos préoccupations à tous. La Commission et le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur œuvrent ensemble depuis 10 ans à hisser les standards de la SST au niveau de l'exemplarité en formation professionnelle. Madame Leblanc, qui représente le ministère, peut certainement en témoigner. Dans le cadre de ce partenariat Commission-ministère, qui s'inscrit sous l'initiative du Comité national pour la formation à la prévention des risques professionnels, de nombreuses réalisations ont été faites. Beaucoup d'outils ont été développés spécialement pour le milieu de la formation professionnelle d'ailleurs. Sous l'initiative du Comité national, dont je suis la coprésidente avec Mme Anne Robitaille du ministère, nous avons réalisé plusieurs outils sur mesure pour vous. Nous avons d'abord outillé vos gestionnaires qui nous réclamaient du soutien pour assurer la prise en charge de la SST dans leur établissement de façon durable. Nous avons aussi produit un outil de diagnostic de la prise en charge de la SST, un outil d'identification des risques et des capsules SST en ligne. On a également lancé à l'automne 2017 une capsule en ligne sur la SST à l'intention des enseignants et des autres acteurs de l'enseignement en formation professionnelle et technique. Cette capsule, qui a une durée de 45 minutes, a pour objectif de vous outiller à participer à la démarche de prévention et à développer le réflexe de la prévention chez les élèves. On a aussi fait des avancées en amont, c'est-à-dire dans la formation des futurs enseignants au baccalauréat en enseignement professionnel, le BEP. La commission s'est associée pour ça aux 5 universités québécoises concernées pour élaborer une proposition de compétences en SST. Nous sommes très confiants de voir ce projet se concrétiser par une formation des maîtres qui comprendra un volet SST. Toujours en collaboration avec le ministère, la Commission termine aujourd'hui une vaste consultation sur la SST auprès des principaux acteurs de la formation professionnelle et de la formation technique. Nous avons pour ce faire sollicité les directeurs généraux des commissions scolaires, les directeurs des centres de formation professionnelle et vous, les enseignants, pour répondre à un questionnaire. Vous avez sûrement répondu puisque plus d'1 millier d'enseignants en formation professionnelle ou technique y ont pris part. Les résultats de cette première consultation sur la santé et sécurité du travail dans le milieu de l'éducation, où on questionne entre autres les stages en milieu de travail, permettront à la Commission et au ministère de déterminer les prochaines pistes d'action porteuses. Ainsi, on pourra vous soutenir pour relever vos défis en SST et faire en sorte que les travailleurs de demain aient davantage intégré le réflexe de la prévention. C'est grâce à vous si les élèves, après 600 ou 1800 heures de formation sous votre gouverne, peuvent adopter des pratiques sécuritaires sur le marché du travail. Parmi ces mêmes élèves devenus travailleurs,
Certains deviendront même des ambassadeurs de la SST dans leur milieu de travail. Donc, au nom de la commission, je vous remercie pour le travail que vous accomplissez comme enseignant, comme conseiller pédagogique, chaque jour avec chaque nouvelle cohorte d'élèves. Vous contribuez à façonner le monde du travail de demain et vous pouvez en être fiers. Je termine par un petit message publicitaire. Je vous invite à aller visionner la capsule SST pour enseignants. Vous y entendrez notamment des témoignages de vos pairs qui partagent leurs pratiques efficaces d'intégration de la SST. Il y a de quoi vous inspirer. Vous trouverez l'adresse web pour y accéder sur le carton de la commission qui est inclus dans la pochette d'accueil qu'on vous a remis. Alors sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et bon ressourcement à tous. Merci, merci beaucoup, beaucoup, Madame Clark. Alors, nous allons bientôt enchaîner avec la première activité, mais avant, vous savez ce que c'est, les petites consignes d'usage. Alors, j'ai 2-3 petites annonces à vous faire. Concernant certains blocs d'ateliers, il y a certains ateliers qui sont annulés. Alors, le bloc 100, les gens qui étaient inscrits à l'atelier au bloc 100, l'atelier 106, on me parle de l'atelier 106. Est-ce que, Louise, est-ce qu'on me dit que, oui, Louise, est-ce que ça veut dire que les gens qui étaient au bloc 100 s'en vont au 106 ou le 100, non? Dans le bloc 100, le 106 est annulé. Les gens ne vous entendent pas. Bon, dans le bloc 100, le 106 est annulé. Ça fait longtemps, donc les gens le savent déjà. Dans le bloc 200, il y a l'atelier 208 qui est annulé en raison du thème de cet atelier annulé. Donc, les participants sont invités à participer plutôt à l'atelier 200, d'accord? Alors, qui fait le lien sur la même thématique. Donc, l'atelier 208 annulé, on se dirige du côté de l'atelier 200. Dans le bloc 300, les ateliers 303 et 313A sont annulés, si j'ai bien compris. Les gens le savent déjà. Ils vont où ils veulent. Parfait. Si vous avez des questions, à la pause, vous pourrez venir voir Louise ou à l'accueil, on pourra vous diriger davantage. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ne me posez pas de questions à moi, posez-les plus tard. OK. Maintenant, on me demande aussi de vous demander de remplir le sondage. Toujours important, le sondage, ça permet de s'assurer que les éditions suivantes répondent encore plus à vos besoins. On parle d'un sondage en ligne, le Bitly, sur le fameux Bitly JPNFP. Sinon, il y a aussi des papiers, des versions papier qui sont disponibles à l'accueil, au comptoir des inscriptions. Vous avez également, j'achève, il y a encore 3 petites consignes. Vous avez aussi dans votre cocarde un coupon de tirage. Donc, il y a un tirage qui va avoir lieu. Les numéros gagnants des cartes cadeaux qui vont vous être remis en tirage seront affichés à l'heure du midi au comptoir des inscriptions. Donc, prenez le temps d'aller vérifier au comptoir des inscriptions à l'heure du midi. Et les grands prix de présence seront tirés vers 15h45, donc à la clôture. Soyez présents à la salle Lévis-Saint-Romuald, bien entendu. Et il me reste 2 petits éléments à vous communiquer. Le repas du midi a lieu à 11h35 à la salle Lévis-Saint-Romuald. Vous déposez vos coupons sur la table parce qu'il faut aussi un coupon pour le repas du midi. Et les coupons bleus sont pour les personnes qui ont des allergies. Alors, c'est important de le déposer sur la table pour bien signifier à la personne qui va vous servir votre repas que vous ne pouvez pas manger n'importe quoi. Et finalement, avant de quitter, quand vous quitterez, après la fin de cette journée bien remplie, déposez vos cocardes dans la boîte à la sortie. Ça fait le tour des petites annonces spéciales. Maintenant, c'est pas fini, ça reste encore très spécial. Madame Leblanc, vous aviez bien raison quand vous avez dit que ce serait une journée dynamique. On a voulu la commencer de façon dynamique, puisque voici donc l'événement Discussion légère sur des positions fortes en formation professionnelle. Vous avez très certainement jeté un petit coup d'œil sur le site quand vous vous êtes inscrit. Vous avez vu que lors de cette activité, voulu justement aborder ces thèmes-là, mais de façon très dynamique. Et pour ce faire, nous avons demandé à des braves, et je pèse mon mot, à des braves, de venir défendre des points de vue pour ou contre ces thématiques, sur ces questions. Question justement d'allumer nos cerveaux sur la question pour le restant de la journée. Vous aurez l'occasion d'en reparler entre vous par la suite, mais ça va être une façon de lancer la discussion tout le monde ensemble.
Mais attention, ce sera un jeu. On veut faire ça de façon ludique, c'est-à-dire que ça va être même des démonstrations de prouesse, parce que ces gens-là vont avoir un temps très limité pour venir débattre pour ou contre les thèmes retenus. Et à la suite de quoi, quand ils auront fait ça, ne restez pas là les bras croisés, vous allez voter pour les arguments qui vont vous paraître les mieux défendus. Comment allez-vous voter, me direz-vous? Bonne question. Voici l'excellente réponse. Avec vos téléphones. Vous sont tous branchés sur Internet, on vous l'a demandé un peu plus tôt. Alors, voici comment ça va fonctionner. Alors, à vos téléphones, tout le monde, maintenant, allez sur votre furteur Internet. Vous avez tous vos téléphones en main, vous êtes des gens d'action, déjà prêts, le doigt sur le bouton. Maintenant, allez sur votre furteur et tapez ce qui apparaît à l'écran, slido.com/JPNFP 2018. Donc, slido.com/JPNFP 2018. C'est là qu'on va voir si ça va être long ou si ça va se faire vite. Est-ce que ça s'en vient? Je vais le dire. OK. Est-ce que tout le monde est rendu? Non. OK. Prenez votre temps. Je vois P, moi. P. Non. Sur l'adresse, donc slido.com/, comme journée professionnelle nationale, journée pédagogique nationale en formation professionnelle 2018. Est-ce que ça s'en vient tranquillement? Oui, j'entends des oui. S'il y a des gens que c'est non, j'aimerais entendre non. Non, oui, il y en a beaucoup. OK. Découragez-vous pas, continuez. OK, si ça vous dit qu'il n'y a pas de sondage actif, c'est très bien. C'est correct. Il faut être connecté. Moi, ce que je veux, c'est savoir si vous êtes rendu jusqu'à Slido. Formidable. Alors, vous êtes prêts à participer. Ça, c'est excellent. OK, parfait. Ce qu'on veut, c'est que vous soyez rendu à Slido parce que tantôt, c'est grâce à Slido. Slido, notre ami. Slido va nous permettre de voter pour ou contre tantôt dans la salle. Mais là, maintenant que vous me dites que tout le monde est rendu, alors on va l'activer, cette page. On va faire un test ensemble. On va faire un petit test voter pour ou contre. OK? On va prendre une question comme ça au hasard. Êtes-vous pour ou contre l'hiver? Ça va être facile à voter aujourd'hui. Voilà. Alors, vous votez. Ah, c'est pour. Eh bien, pour. Mon Dieu, on a plein de gens qui sont pour l'hiver. 35 sont contre, 33 67 Wow! Il y a quand même des gens qui n'ont pas été influencés par la température ce matin pour s'en venir au travail, au colloque. C'est bon, ça. On a 69 qui sont pour l'hiver. Ben voilà, c'est formidable. Alors, vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. C'est comme ça que ça va marcher, la votation, tout à l'heure. Alors, vous êtes donc prêts? Je vous invite à accueillir sans plus tarder nos braves, nos 8 gladiateurs qui vont se battre à grands coups d'arguments chocs. Je vous invite à les accueillir chaleureusement. Allez. Alors, pendant qu'ils prennent place à leurs sièges respectifs, je vous explique un petit peu comment ça va fonctionner. D'ailleurs, je vous remercie tous d'avoir accepté de participer. Je vais vous dire un mot sur nos débatteurs. En fait, il faut comprendre que c'est un jeu. Hein? C'est tellement un jeu qu'ils ont accepté, excusez-moi, je vais vous cacher pour l'instant, ils ont accepté de faire ce débat pour ou contre. Ils ont accepté de s'inscrire à chacun des thèmes, mais ils ne savaient pas à l'avance ce qu'ils allaient défendre, pour ou contre. Ça a été tiré au hasard, pile ou face. Ce qui fait qu'il y a des gens qui vont probablement défendre le point de vue contraire à leur point de vue personnel. Ça risque d'être assez intéressant. Alors, vous comprendrez qu'ils ont encore beaucoup plus de mérite et que ça devient vraiment un grand art. Et que c'est ce grand art et ce mérite qu'on va souligner, qu'on va apprécier par nos votes tantôt. Donc, c'est vraiment un jeu. Les questions, les gens se sont préparés, ils ont pris ça à cœur. Ça devient quelque chose là, qui vont porter avec beaucoup d'intensité parce qu'en plus de ça, pour hausser le niveau de difficulté, on leur a donné un temps limite. Alors, ils auront chacun 2 minutes pour défendre leur position.
Après ça, 1 minute comme droit de réplique. Et après ça, c'est fini, vous votez. On est dur avec vous autres, hein? C'est épouvantable. Mais on a confiance, on sait qu'on a les meilleurs. Je vais vous les présenter à tour de rôle en temps et lieu. Donc, vous, ce que vous aurez à faire, je le précise, ce n'est pas pour dire si vous êtes pour ou contre dans votre opinion personnelle, vous, sur la thématique, mais bien si vous allez voter pour les arguments ou la performance qui vous a semblé le plus convaincante, peu importe votre point de vue sur la question. C'est clair, je pense, la nuance pour tout le monde? C'est un jeu, là. On veut mettre de la pression, là. Si on vote vos performances, finalement. OK? Bon, alors, ça se passe de cette façon. On a donc les 2 minutes, 2 minutes, 1 minute, 1 minute. Vous votez et ensuite, on va avoir un petit 2-3 minutes pour que si jamais il y a quelqu'un dans la salle qui se sent inspiré pour ajouter aussi un argument, ajouter un commentaire, on a prévu le coup parce qu'on sait que vous êtes des gens d'action qui aimez participer, qui aimez parler. Alors, on a 2 micros dans la salle. Alors, vous vous rendrez au micro puis vous ajouterez votre argument si vous le voulez. Mais tout ça dans l'esprit du temps qui découle parce qu'on va avoir un total de 10 minutes par bloc. Alors, les quelques minutes qui resteront, bien, ce sera à vous si on en a. Puis si on n'en a pas, on enchaîne avec le prochain thème. Je pense que j'ai pris assez de temps pour expliquer comment ça fonctionnait. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Donc, nous sommes prêts à commencer. Et, ah oui, avant de terminer, je vais vous dire qu'une fois qu'on aura entendu tout le monde, qu'on aura entendu vos commentaires aussi dans la salle, nous aurons aussi nos analystes du match. Donc, nous inviterons sur la scène Réal Piché, conseiller pédagogique à la Commission scolaire de l'énergie, et Henri Boudreau, professeur et vice-doyen aux études de l'UQAM, que vous connaissez tous, ces 2 personnes. Nous les inviterons à venir à l'avant pour voir un peu là, ce qu'ils ont retenu là, des échanges musclés sur la scène et aussi de ce qui aura été dit dans la salle. Est-ce qu'on est prêt, tout le monde? On commence? OK. Alors, nous allons avoir l'aide d'un chronomètre qui va tenir le temps. Nous allons avoir aussi une sonnerie qui va nous indiquer quand le temps est écoulé. Monsieur le technicien, est-ce qu'on peut entendre la sonnerie? C'est clair. Alors, quand 2 minutes est écoulé, c'est ce qu'on va entendre. 2 minutes, 2 minutes, 1 minute, 1 minute. Ensuite, à vous. Et quand notre 10 minutes totales est écoulée, la sonnerie nous dit que c'est le temps. Et qu'on est donc techno ce matin, ça va rouler ça. Alors, commençons donc avec le premier débat. Et là, cette fois-ci, je vous les montre parce qu'elles sont les premières. Chanceuses, je vais casser la glace. Vous allez pouvoir prendre le micro dans vos mains. Sortez-le de là. Tirez du ça, il n'est pas peur, il est capable d'en prendre. Attendez. Et voilà. Tout le monde peut prendre le micro dans vos mains, ça va être encore plus... En passant, ils ont le décompte sous leurs yeux aussi, ça va les aider. Alors, pour défendre alternance études-travail, Lynne Pelletier va défendre, qui est conseillère pédagogique à la commission scolaire de la Riveraine, va défendre pour, et Danielle Roy, conseillère pédagogique, commission scolaire de Saint-Hyacinthe, contre. Et en passant, je vous rappelle encore une fois, à vous de tenter de deviner, ça ne représente pas nécessairement leur point de vue personnel. Ça peut même représenter le contraire, on ne sait pas. C'est ça qui est intéressant aussi. Alors, à vos marques, prêts, c'est parti. Linda Pelletier, pour alternance études-travail. Daniel, j'ai entendu dire que tu étais contre. Fait que je vais utiliser mon 2 minutes pour essayer de te convaincre. Mais Mme Leblanc a bien mis les assises en disant qu'il faut voir vers demain. Et puis M. Drapeau va pouvoir nous dire que des fois, vers demain, dans nos centres, c'est long. Donc, c'est en entreprise qu'on peut avoir vraiment des équipements à la fine pointe de la technologie, des équipements qui sont diversifiés, modernes. Donc, ça permet à nos élèves d'avoir des apprentissages vraiment, vraiment là, à jour. Ça permet aussi à nos enseignants de rester formation continue dans leur discipline. Et c'est super intéressant pour les élèves parce que pour eux, c'est super motivant. Ça donne du sens à leur apprentissage, puis ils sont capables de faire les liens entre ce qu'ils ont vu à l'école, puis ce qu'on voit vraiment dans la réalité. Les apprentissages en entreprise, ça permet aussi à l'élève de développer son savoir-être. Parce qu'il doit être ponctuel, assidu, doit développer des relations de travail avec des collègues. Il y a des règlements qu'il se doit d'intégrer dans sa pratique. Il va aussi mettre en application tous les apprentissages techniques qu'on a vus à l'école. Mais là, il va pouvoir vraiment, là, dans du concret, avec du matériel à la fine pointe. C'est long, 1 minute. On a fini? Bon, si on a fini, on peut arrêter tout de suite. Non, mais j'en ai encore, mais OK. Donc, c'est ça. Puis vraiment aussi, là, toutes ces habiletés. Donc, au niveau des savoirs, ces connaissances, le savoir-être, le savoir-faire, il intègre tout ça. Puis ça, c'est la définition de la compétence. Donc, l'entreprise, c'est l'endroit idéal pour un élève là, pour développer ses compétences.
Moi, j'ai hâte de te répondre. Ben, à 8-11, c'est parfait ça. Daniel Roy, contre alternance. Ben, Linda, tu me parles de tout ça. J'aurais tendance à être d'accord, mais en même temps, ça ne fonctionne pas toujours ce que tu dis, parce que tu dis que les élèves vont apprendre la ponctualité, vont être à l'heure, tout ça. Mais tu sais, les employeurs, parfois, sont bien mal à l'aise parce que l'élève vient juste d'arriver. C'était quoi la règle de l'école et tout ça? On n'ose pas nécessairement dire à l'élève, ben, en plus, la plupart du temps, les stages sont non rémunérés. Donc, on ne demandera pas à l'élève de faire un surplus et tout ça. On tient compte finalement que l'élève, le travailleur, c'est un élève. Les élèves, quand ils vont à une entreprise, ben, quand ils se sont inscrits à la formation, ils se sont inscrits pour être à l'école. Alors, c'est compliqué, ils se rendent sur le marché du travail. Ils ont-tu une auto, le déplacement? On n'avait pas vraiment parlé de ça. Alors, c'est des surprises, c'est des coûts. L'autre chose aussi où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que les enseignants, on le sait, nous ici, que les enseignants, on a besoin de notre temps pour tout enseigner ce qu'on a besoin à l'école. Alors, on n'a pas de temps à perdre dans notre programme d'études pour envoyer les élèves en entreprise pour qu'ils pratiquent des fois des choses qu'on ne leur a même pas montrées et que les élèves ne savent pas. Fait que je ne partage pas nécessairement ton point de vue. Alors, un autre point aussi concernant les équipements, tu sais, à l'école, on a quand même des bons équipements, puis il y a des entreprises qui parfois nous donnent l'autorisation d'aller avec notre groupe chez eux, en entreprise. Alors, on peut quand même essayer ces nouvelles technologies-là. Tu parlais aussi, je reviens encore avec l'enseignant. L'enseignant, souvent, on entend, puis on se dit en tant qu'enseignant, on manque de temps pour enseigner ce qu'on a besoin d'enseigner à nos élèves pour les rendre compétents. Alors, tu parlais des compétences puis des connaissances. C'est important qu'on ait le temps de bien former nos élèves avant qu'ils s'en aillent en entreprise. Sinon, l'alternance travail-études, les élèves s'en vont en entreprise et ne sont pas complètement formés. Alors, ça donne une mauvaise presse là, à ma job de prof, ça. Fait que je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Terminé. Réplique pour. Donc, je t'ai très bien compris, Daniel, mais le rôle de l'enseignant est essentiel. Donc, il doit vraiment, à la base, faire des relations avec l'entreprise, préciser aux entreprises c'est quoi nos attentes, c'est quoi leur rôle, qu'est-ce que l'élève va apprendre aussi pendant qu'il va être là. Tu faisais le lien avec la ponctualité, l'assiduité, bien, ça fait partie aussi des choses que nous, on va faire un suivi en tant qu'école avec notre élève. Donc, la relation avec l'entreprise est super importante. On a du matériel d'accompagnement aussi, on va informer l'entreprise. Donc, il y a vraiment un travail de collaboration qui est vraiment une base importante. Le rôle de l'enseignant aussi est évidemment changé, mais l'enseignant va savoir, c'est vrai qu'on a des bons équipements à l'école, mais on ne les a pas toutes les diversités. Donc, on va faire les apprentissages sur nos équipements, puis ensuite, on va garder soit un apprentissage un peu plus complexe ou de la rapidité dans le geste. Terminé. Réplique contre. Bien, je t'écoute, puis ça me fait penser, il y a certains collègues de mon centre qui en font de l'alternance travail-études, puis eux, là, sont vraiment convaincus, je ne sais pas pour quelle raison, là, parce que moi, ils n'ont pas encore réussi à me convaincre, mais ils me parlaient, entre autres, qu'ils étaient allés au colloque d'alternance travail-études qui a lieu à tous les mois d'avril à chaque année, puis ils me disaient que quand ils vont là, ils apprennent vraiment les points les plus importants pour réussir, à savoir c'est comment s'y prendre et que ce soit un élément positif. 25-26 avril, hein? Oui, je pense que j'aurais avantage à y aller. Je pense que j'aurais avantage à y aller. Mais en tout cas, regarde, ça a besoin d'être intéressant ce colloque-là parce que je ne suis vraiment pas convaincue. La programmation va être en ligne pour le colloque. Ah bon. Alors, je vais essayer de m'inscrire parce que j'ai vraiment besoin. Terminé. OK. Bravo. À vos votes, tout le monde. Alors, on félicite nos duellistes. Ça a été fait avec beaucoup franchement, de civilité et même, je dirais, de convivialité. On s'est même entraidés presque à la fin. Alors, c'est le temps de voter. C'est le temps de voter. Oh boy! Alors, il semblerait que les arguments en faveur du pour ont été les plus percutants, les plus convaincants. Linda Pelletier. Voilà, bravo. Il nous reste un petit 3 minutes. Est-ce que quelqu'un a le goût? 3 minutes, pas plus. Après ça, on passe au suivant. Quelqu'un se sent inspiré pour se lever et aller au micro dans la salle pour ajouter son argument? Au recours, bien entendu.
Ben, si pour l'instant vous êtes encore un peu gelé parce que il fait froid ce matin, puis tout ça, on va vous donner une petite chance, mais pensez-y pour la prochaine fois. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'avance pour aller au micro? Non, non, non. Quelqu'un qui s'avance pour aller s'asseoir. Laissez-moi tranquille, comme dit. OK, parfait. Alors, on va enchaîner maintenant avec le deuxième débat. Je vous présente en faveur du pour, Nicole Richardson, qui est conseillère pédagogique à la Commission scolaire de Montréal, et le contre, défendu par Rachel Garret, qui est doctorante à l'UQAM. Alors, enseignement individualisé pour 2 minutes. Donc, c'est sûr que, je vous le dis tout de suite, ma collègue ici va essayer de prouver le contraire, mais moi, je vous dis, depuis 2007 que j'enseigne en enseignement individualisé. Notre centre, c'est sûr, comme la plupart, on a décidé de partir en enseignement individualisé de métier que j'enseignais parce qu'on manquait d'élèves, on avait peur à la pérennité du programme et tout ça. Mais c'est plus que ça. Moi, je peux vous dire, on s'est organisé. On a bâti du matériel fantastique. On a réussi à décortiquer le plan de leçon dans un cahier que l'élève suit étape par étape. On a diversifié plein de choses. On a diversifié la façon d'apprendre, on a diversifié la façon de passer ce document-là. Pour les élèves qui ont plus de difficultés avec la lecture, maintenant on est sur des iPads, on évolue de plus en plus. C'est sûr qu'en 2007, quand on a bâti le matériel, on a bâti avec ce qu'on avait et tranquillement, on l'a amélioré. Mais je peux vous dire, pour avoir enseigné autant en traditionnel et avoir enseigné en individualisé, quand on arrive au stage et qu'on rentre dans les lieux, dans les métiers, quand on rentre dans les lieux de travail, on nous dit toujours que nos élèves sont vraiment collaborateurs, autonomes, qui ont super bien appris. Ce qui arrive, c'est certain, c'est que les élèves apprennent à être autonomes, apprennent à collaborer avec les élèves seniors, c'est motivant de pouvoir voir des élèves qui ont commencé un petit peu avant eux et voir où ils sont rendus. Donc, pour moi, l'enseignement individualisé, c'est ça. C'est super important. Super efficace. Merci, Nicole. Écoute, moi, ça me fait sourire. J'ose même pas dire rire, mais oui, voyons donc. Écoute, c'est pas possible de se dire que vous montez ça. Quel temps vous avez pour ça? Moi, une enseignante, on n'a pas le temps de développer du matériel, des feuilles de route. D'ailleurs, j'ai pas été formée vraiment pour ça. Je sais pas ce que c'est l'enseignement individualisé. Je suis pas forcément soutenue. Je me demande bien ce qu'a la direction en tête en voulant implanter un programme en individualisé. Est-ce qu'ils ne voudraient pas fermer mon programme? C'est quoi l'idée? C'est quoi l'argument? Non, vraiment, je ne suis pas convaincue. Puis quant au contenu pertinent, la qualité du contenu, moi, je ne suis pas certaine parce que nos apprenants, la lecture, ils n'aiment pas ça. Même ils haïssent ça, il faut se le dire. Des fois, ce n'est pas du stéréotype, mais disons que voir un cahier puis se dire qu'il va falloir suivre page par page, puis la petite activité, il faut aller la montrer à l'enseignant, il est occupé. D'ailleurs, il est occupé à son bureau sans arrêt, il n'y a plus de mouvement, c'est plus ça l'enseignement, d'aller, de vivre, de s'engager, de créer un esprit d'équipe à l'intérieur de la classe. Là, c'est chacun pour son petit travail. Puis l'atmosphère est vraiment une atmosphère studieuse. Puis c'est pas ça qu'on veut. On reprend les études, mon Dieu, qu'on veut avoir du plaisir, qu'on veut apprendre, qu'on veut se mettre les mains, qu'on veut échanger. Là, j'échange avec un cahier. Voyons donc. Un cahier, puis le cahier, il est plate, puis je comprends un mot sur deux. Et puis, si je veux attendre, ça va bien être long. Voyons donc. Non, non, vraiment, je ne suis pas convaincue. Puis, il faut se le dire, la perte de plaisir, la motivation n'est plus au rendez-vous. Puis moi, j'ai le goût d'abandonner. J'ai le goût de dire, c'était bien votre formule, mais sans moi. Puis d'ailleurs, on est plusieurs à partir s'inscrire dans un autre centre de formation qui, eux, vont nous faire du traditionnel. Réplique pour. C'est pas du tout ce que je vis dans ma classe. Moi, je peux vous dire que ce qu'on vit dans notre classe, c'est vraiment comme sur le milieu du travail. Tout le monde est dedans. Les uns, les autres s'entraident, se donnent beaucoup
vont vraiment s'aider à travailler, à comprendre aussi ce qu'il y a dans le cahier. Mais le cahier, là, c'est juste de l'organisation, c'est juste une aide-mémoire. Généralement, les outils qu'on a montés sont très bien montés, puis on est capable de travailler. On a des bons livres de référence, on a des vidéos de référence, on a plein de choses qui fait que ça diversifie et que ça répond à tout le monde. De toute façon, il y a beaucoup d'outils de montée, puis je vous invite parce qu'il y a l'atelier 105 tantôt sur l'enseignement individualisé. Et ça, je peux vous dire, déjà, cet outil-là va vous aider beaucoup, beaucoup à implanter l'individualisé dans vos centres. Allez-y, puis j'irai aussi pour être convaincue, parce que c'est vraiment pas ça qui se passe pour moi, là, vraiment. Alors, un super atelier à découvrir, hein. On est là pour ça, on est là pour changer d'avis. Moi, j'associe ça à de l'ennui. J'associe ça à de l'organisation, alors que j'aime pas ça. Ça manque de souplesse et de flexibilité. Et vraiment, écoutez, je sais pas, beaucoup d'enseignants là font de l'individualisé, levez la main. Oh oui, alors là, j'ai pas mal d'avis de gens qui sont pour. Mais écoutez, moi, ça nous tente pas. Et puis, on n'a pas envie de découvrir ça. Mais écoutez, on verra bien. Non. Puis, avoir le cul plombé, là. Vous connaissez l'expression, là? J'ai l'impression que l'enseignant va se retrouver tout le temps assis, statique, à avoir élève sur élève qui viennent lui poser des questions. Non, on est des enseignants dynamiques, on a envie de bouger. Alors, non, vraiment, là, moi, je n'adhère pas. Terminé. À vos votes, la performance la plus convaincante selon vous? OK. Alors, pour ou contre? La performance la plus contre a été la plus convaincante. OK. Parfait. Maintenant, passons au troisième thème, soit celui de l'intégration. Il faut prendre le micro dans vos mains. L'intégration des élèves ayant des difficultés d'apprentissage. Le pour sera défendu par Martin Hébert, conseiller pédagogique à la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord. Contre, défendu par Jacinthe Duval, conseillère pédagogique, Commission scolaire du Chemin du Roi. Allons-y, c'est parti pour. Il faut que je commence par remercier l'organisation qui a réussi à me faire croire que c'est par hasard que je défendais les élèves avec des difficultés. Ça n'a aucun rapport avec ma personnalité. Je pense que, en fait, la question, c'est une question qui ne se pose pas. On a comme pas le choix. Ce qu'on s'attend de nous, c'est de former des citoyens. On s'attend qu'en éducation, on forme les citoyens du futur. On ne peut pas commencer à trier et dire, toi, tu n'es pas un citoyen, on ne va pas te former, on va faire d'autres choses. En plus, on est dans un moment dans une époque où on est en baisse de main-d'œuvre. On peut pas commencer à dire on ne prend pas de chance, puis c'est sûr qu'il ne sera pas bon, on n'essaye pas. J'ai vu tellement d'étudiants ou de gens de qui on a dit il ne sera pas bon, il ne sera pas capable. Je pense juste à. Bon, là, j'ai un exemple un peu ancien peut-être, mais je pensais à Aznavour que j'ai vu dernièrement, à qui on a dit tu ne devrais pas chanter, tu n'es pas bon pour ça, tu as une voix tu ne feras jamais rien avec ça. Il a quand même fait une grosse carrière avec ça. Je pense qu'on n'est pas en mesure de pouvoir juger pour quelqu'un s'il est capable ou pas. Je pense que si quelqu'un est motivé à suivre une formation, s'il se voit dans un métier, je pense que notre rôle, c'est d'essayer de l'aider là-dedans. C'est sûr que là-dedans, il faut aussi être réaliste puis expliquer qu'il va y avoir des difficultés, puis des embûches, puis des choses qui peuvent être difficiles pour lui. Mais on ne peut pas l'empêcher d'essayer, on ne peut pas l'empêcher puis décider pour lui que non, toi, tu n'es pas fait pour être avec nous autres, tu n'y arriveras pas. Puis je pense qu'en plus, en formation professionnelle, on l'a démontré régulièrement au fil des dernières années à quel point on est capable de s'adapter à différentes situations. On pense à l'individualisé qui s'est ajouté. Là, on s'en va vers le dual. Puis à chaque fois, on trouve des solutions. Je pense que les élèves à besoin particuliers, ceux qui ont des difficultés, on est capable de relever le défi. Puis je pense que vous êtes capable de les aider à surmonter leurs défis pour réussir à aller chercher leur diplôme. Je vous fais excessivement confiance à ce sujet-là. Fait que je pense qu'on n'a aucune raison de se demander si on les accepte ou pas. C'est évident qu'il faut les accepter. Contre. Permettez-moi de vous apporter un autre point de vue. Alors, on va faire une mise en contexte pour commencer. Je ne suis pas en train de dire que les élèves en difficulté n'ont pas leur place dans le système scolaire, loin de là. Mais par rapport à la formation professionnelle, refaisons un contexte, une mise en contexte. Il faut comprendre que beaucoup d'entre vous êtes actuellement en cheminement au niveau du bac en enseignement. Beaucoup d'entre vous n'ont pas nécessairement complété la formation qui ont trait aux élèves qui ont des problèmes de difficulté. Il faut aussi regarder dans nos centres de formation, est-ce qu'on a en place
tout ce qu'il faut pour être capable de supporter? Est-ce qu'on a délocalisé les ressources nécessaires? Est-ce qu'on a accès à des ressources nécessaires pour être capable de supporter les élèves en difficulté? Il y a quelques années, ça fait déjà un certain temps d'ailleurs que je suis en formation professionnelle, il y a quelques années, on a vraiment tenté de revaloriser la formation professionnelle. On a voulu faire en sorte que l'AFP ne soit pas la voie de garage pour les élèves qui avaient des difficultés. Puis on ne se cachera pas les choses, on entend encore des arguments du style « Ouais, mais moi, mon élève, il a vraiment de la difficulté à l'école. Si vous ne les prenez pas en AFP, qu'est-ce qu'on va faire avec eux autres? » L'AFP, c'est fait pour ceux qui ont des difficultés. Alors, je ne dis pas que les élèves en difficulté n'ont pas leur place dans le système scolaire, mais il faut quand même se poser la question, dans un contexte où les employeurs sont en attente, où on a revalorisé la formation professionnelle, on a haussé les conditions d'admission, on n'accepte plus nécessairement les élèves qui n'ont pas les conditions d'admission. Regardez vos contenus de programmes d'études, qui sont des contenus qui sont faits pour les élèves qui nous arrivent avec les préalables acquis au niveau de la formation générale, parce qu'on réinvestit quand même des apprentissages qui ont été faits dans le secteur des jeunes ou le secteur des adultes, le cas échéant. Là. Donc, posons-nous la question, est-ce que l'élève qui a des difficultés d'apprentissage a vraiment sa place? Est-ce que nos enseignants sont vraiment outillés? Est-ce qu'ils ont en main tout ce qu'il faut pour être capables de supporter les élèves? Réplique pour. Bon, là, je veux que vous preniez le temps de réfléchir à vos arguments parce que on va vous laisser du temps pour venir défendre votre position parce que je sais que vous allez être d'accord avec moi qu'on ne peut pas faire ça. On vient de le dire, il y en a plusieurs d'entre vous qui sont au bac à main levée. Qui est au bac présentement? Vous voyez, vous êtes plusieurs au bac. Puis je ne serais pas surpris que dans votre entourage, il y a plein de gens qui se disent « Ah, toi à l'université? Ben voyons donc, tu étais coiffeuse, comment ça tu es à l'université? Est-ce qu'on vous a dit vous n'êtes pas capable de faire des études? Est-ce qu'on vous a dit allez pas là? » Ben au contraire, on a besoin de vous. Fait qu'il ne faut pas commencer à juger les gens à l'avance sur les limites qu'ils ont. On ne dit pas que c'est facile, on dit qu'on peut les aider là-dessus. C'est vrai que peut-être que présentement, dans les centres, il n'y a pas beaucoup de ressources pour nous aider avec les élèves à besoins particuliers, mais il y a plein d'autres choses sur lesquelles on manque de ressources. Je pense à plein de gens qui ont des outillages qui sont désuets ou des choses du genre. On réussit à se débrouiller. On ne va pas se laisser abattre par un petit défi comme ça. Puis si les gens nous disent que l'AFP, c'est une voie de garage, bien, on peut peut-être montrer qu'en formation professionnelle, les gens qui n'ont pas été capables d'avoir leur diplôme ailleurs vont être capables de l'avoir chez nous parce que nous autres, on est capables de les soutenir. Contre. Écoute, je ne peux pas être contre ce que tu dis. Moi, je veux simplement qu'on se ramène. À le but de la formation professionnelle. Et j'aimerais ça qu'individuellement, on se pose aussi la question, est-ce que notre but, c'est vraiment de leur faire acquérir un diplôme et par le fait même, on va rabaisser nos standards pour s'assurer et être sûr qu'ils vont être capables de réussir? Ou si notre but, c'est de qualifier la main-d'œuvre et qu'ils soient en mesure de répondre aux besoins du marché du travail? Alors, questionnons-nous sur ce qu'on veut. OK. On est arrivé même avant la fin avec une déclaration percutante et une question ouverte à la salle. On a eu un petit débat un peu plus musclé, il me semble, cette fois-ci. Alors, à vos votes, tout le monde. On va voir ce que ça va doter. Ah, ben, dites donc. Alors, ça c'est 60 quand même. 65 pour. 66 pour. Ça continue à monter. 67 pour. Bon, ben alors, je pense qu'on a compris que c'est donc pour qui gagne dans ce cas-ci. Tout à l'heure, je ne vous ai pas laissé le temps. Je suis passée immédiatement. Est-ce qu'il y a des gens une personne qui voudrait venir au micro ajouter un argument, soit au thème précédent ou soit à celui-ci? On a encore quelques minutes devant nous. Non, mais vous n'en pensez pas moins, je le sais. Mais vous allez avoir l'occasion de partager vos points de vue individuellement et pendant les ateliers aussi pendant la journée, c'est certain. Bon. Ben alors, on va enchaîner immédiatement, donc, avec le dernier. Oh mon Dieu, puis ils sont déjà prêts, ils sont debout. OK. Alors, sans plus tarder, pour défendre la compétence est plus importante que l'évaluation. Donc, on parle ici de formation orientée vers la réussite des examens. Donc, la compétence est plus importante que l'évaluation pour Annie Roberge, conseillère pédagogique à la commission scolaire de Laval, contre Yves Champlain, enseignant à l'UQAM. Pour, c'est à vous. Alors, tellement contente de pouvoir vous dire que oui, la compétence, c'est vraiment plus grand que l'évaluation. La compétence, c'est un savoir-agir dans des contextes différents. Donc, c'est être capable de mobiliser savoir-faire, savoir-être dans des tâches pour être capable de s'adapter. Si je mobilise et j'adapte, par conséquent, arrive la notion du transfert. Donc, l'apprentissage, c'est transférer.
Et pour transférer, je n'ai pas le choix que de placer au centre du développement des compétences la métacognition. Qu'est-ce que c'est la métacognition? C'est l'analyse analytique, le regard analytique, excusez-moi, pléonasme, le regard analytique que pose l'élève dans et sur l'action lorsqu'il exécute une tâche. Alors, par conséquent, c'est pratiquement enseigner comment penser. Voyez-vous comment c'est plus grand que l'évaluation? Donc, une compétence, ça s'appuie sur ses connaissances, mais ça ne s'y réduit pas. Et être compétent, et regardez bien comment c'est pas mêlant, c'est savoir quand et pourquoi utiliser un quoi et un comment dans une tâche. Alors, à ce moment-là, être compétent, c'est plus grand que l'évaluation. Et pour finir, je suis tellement contente de le dire, ultimement, il faut se poser la question. Quelles sont les croyances de l'élève par rapport au but que poursuit l'école? Est-ce que l'élève croit que l'école, c'est un lieu pour apprendre ou si c'est un lieu pour être évalué? Eh bien, si c'est un lieu pour apprendre, il va voir les tâches comme des occasions d'apprendre et les erreurs comme des sources d'apprentissage. S'il voit l'école comme on est là pour être évalué et on rentre dans la spirale suivante, oh, je ne fais plus d'efforts, je risque plus. Le prof va me donner la réponse. Terminé. Contre. C'est très intéressant ce que vous dites, mais moi, je voulais vous parler d'autre chose. Je voulais vous parler de mon petit-neveu. Il est super cute, mon petit-neveu. Puis l'autre fois, je le regardais, je voyais qu'il y a un jeu de blocs. Il montrait son mur de jeu de blocs. Puis moi, je le regardais, puis je disais, Monsieur Piaget, priez pour nous. Mais en tout cas, il montait jusqu'à temps qu'il son mur de blocs. Poum, il tombe tout à terre, évidemment. Puis je me disais, imaginons que c'est un maçon. C'était pas mon petit-neveu, c'est un maçon. Qui monte comme ça, son mur jusqu'à temps comme ni poing, le mur tombe à terre. On serait pas mal tous d'accord pour dire il est vraiment pas compétent, lui. Mais sur quels critères qu'on serait tous d'accord qu'il est vraiment pas compétent? Mais on se dirait, il n'a pas été capable d'évaluer qu'il y avait un problème avec son mur avant que le mur il tombe dessus. T'sais? Donc, on se dit, quelqu'un de plus compétent, peut-être à un moment donné, aurait évalué, dit ouais, il y a un problème là, on va peut-être enlever 2, 3 rançons, on va se reprendre. Quelqu'un de plus compétent aurait dit ouais, moi, je regarde ça, puis je pense qu'on peut s'ajuster, tout ça. Puis finalement, le maçon vraiment compétent, c'est celui qui est capable d'évaluer non seulement chaque brique qu'il pose, c'est bien posé, mais tout l'ensemble en même temps. Donc, comment est-ce qu'on peut dire que la compétence est plus importante que l'évaluation, alors que l'évaluation est au cœur même de la compétence? L'évaluation, c'est le premier geste qui peut mener à un acte compétent. En d'autres mots, pas d'évaluation, pas de compétence. Pas de compétence, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais, pas de palais. C'est ça. Mon Dieu, vous avez donné 30 secondes à votre opposant. Mon Dieu, c'est gentil. Il vous reste encore 15 secondes pour défendre. Non, ça va bien. Ça va bien. OK. Parfait. Alors, réplique pour. OK, c'est moi. Alors, c'est parce que finalement, le concept d'évaluation, ben, vous le voyez un peu plus grand. L'évaluation, vous ne voyez pas juste les examens. Et ce que vous me parlez, que l'évaluation est au cœur de la compétence, c'est parce que vous parlez de la métacognition. Est-ce que la personne est capable de s'auto-évaluer? Alors, à ce moment-là, vous parlez comme moi, vous êtes du même avis que moi. La compétence, c'est plus grand que l'évaluation. Oh, ça c'est habile. Ouais. Pas du tout. Pas du tout. Non, mais t'es vaincu, je m'en rends compte, c'est correct. C'est parce que si on veut que l'étudiant se sente compétent, qu'il ait la motivation, qu'il se sente producteur, il faut qu'il soit capable de s'évaluer. Mais comment qu'on va faire ça? Si nous, on ne met pas l'évaluation au cœur de ce qu'on fait, comment est-ce qu'on va modéliser l'évaluation? Comment on va l'apprendre, lui, à savoir c'est quoi une bonne évaluation, puis comment se l'approprier? Alors, si on dit non, fais tes expériences, tu vas voir, ouais, mais là, finalement, tu sais, tout ça, ça ne tient sur rien, c'est sur du sable, alors que c'est l'évaluation qui donne la rigueur, qui permet de donner les critères pertinents, qui savent que non, je ne fais juste pas penser que je suis compétent, je ne suis pas juste content d'être là, je sais que je suis compétent parce que j'ai les outils d'évaluation qui me permettent de l'affirmer. Alors, réplique sur réplique, OK, correct. Mais je dirais comme la madame aux élections, est-ce que ça m'a éclairé? Pas tellement.
Il reste 20 secondes, si vous voulez vous reprendre, 20 secondes. Ouais, ben c'est qui le chef, là? OK, c'est votre dernier argument? OK. C'est comme vous voulez, il reste 20 secondes. OK, parfait. Alors, c'est le temps de voter. Alors, quel est l'argumentaire qui vous a le plus convaincu, pour ou contre? À vos votes. OK. Ben alors, il semblerait que le pour l'ait remporté. Écoutez, je vous ouvre encore, je vous donne encore une chance. Si vous voulez participer, il y a quand même... il y a peut-être quelqu'un qui va se présenter au micro. Ben oui, merci, merci. Ah, enfin, un autre brave. Votre nom, s'il vous plaît, et d'où vous provenez? Mon nom est François Beaupré, je suis enseignant à l'École professionnelle des métiers à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je tiens juste à dire que je ne veux pas faire mon empêcheur de danser en rond, là, mais je suis contre la façon dont la chose est présentée parce que c'est tout tendancieux. C'est-à-dire, pour ou contre, ça implique qu'on se place contre la vertu. Et personne ne peut être contre la vertu. Et dans tous les cas, le pour était du côté de la vertu et le contre était vendu contre la vertu. Fait qu'il n'y a personne qui pouvait voter dans ce cas-là, là. Les gens qui osaient se présenter contre la vertu, ça prenait un certain courage. Fait que l'exercice suggestion future, pour quelque chose et pour quelque chose d'autre, s'il vous plaît. Pas pour et contre, parce que là, c'est trop tendancieux. Je suis désolé, là. Dans tous les cas, ce qu'on vendait, c'est que quelqu'un s'opposait. On ne va toujours pas voter pour quelqu'un qui s'oppose, mais il faut du bon Dieu, tu sais. OK, bien, ça va être votre lecture. Merci d'avoir partagé votre point de vue là-dessus. De toute façon, on va avoir des gens qui vont venir justement répondre à votre commentaire dans quelques instants. Est-ce que quelqu'un a autre chose? Aussi autre chose? Oui, vous aimeriez ajouter? Oui, bien, je voulais juste revenir sur l'intervention, puis on se disait la même chose avec Jacinthe tout à l'heure. On sait qu'on s'est amusé, puis on sait aussi que tout n'est pas noir ou blanc. Juste dans le cas de l'intégration des élèves avec des difficultés, ben oui, il y a des métiers où ça se fait bien, puis il y a des métiers où, malheureusement, je me souviens d'un élève qui avait une paralysie cérébrale puis qui voulait monter un ordinateur. C'est ça, on est au courant. L'idée, c'était de le faire en forme de jeu, mais je peux vous dire que tous les panélistes ici se disaient « Ah, je ne peux pas être 100% pour ou 100% contre. » On n'est pas... on avait pensé à la même chose que vous, ça. Puis on est nuancé dans nos propos. C'est vraiment juste l'idée de débattre, d'amener les choses. Puis on voulait susciter des réactions. Fait qu'on est content que vous en ayez une. Merci. Oui. Malgré les prises de position un peu artificielles, j'étais assez d'accord pour dire ça. Et ce que je veux ajouter là-dessus, c'est que là où c'est particulièrement important d'apprendre à s'auto-évaluer, c'est pour le développement du sentiment de compétence dont on n'a pas parlé ici, mais qui est le cœur de l'apprentissage. Alors, merci. Très bien, merci beaucoup, madame. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait ajouter son commentaire? Ils sont tous les bienvenus. Un point d'enrichissement ou aussi peut-être un argument qui a été présenté. Il nous reste encore 1 ou 2 minutes pour le faire. Bon. Ben, alors, écoutez, on va être à ce moment-là, on va être prêt à arriver à la fin du match, finalement, avec nos analystes. Donc, je vais inviter sans plus tarder Réal Piché, qui est conseiller pédagogique à la Commission scolaire de l'énergie, et Henri Boudreau, professeur et vice-doyen aux études à l'UQAM, à commenter les débats et aussi les points de vue de la salle. Alors, M. Boudreau et M. Piché, qui arrive. Parfait. Ben, rejetez, on est entre amis. C'est ça. Ben, peut-être faire une petite place pour qu'ils aient... vous êtes au lutrin, partagez les micros. Si vous voulez prendre un micro, M. Boudreau, dans votre main, comme ça, vous serez plus libre de réagir. Voilà. On vous écoute. Alors, salut Henri, je ne sais pas pour toi, mais j'ai l'impression d'être dans l'antichambre, l'après-match. Oui. Ça a été des beaux matchs. Ça a brassé même dans certains coins de la patinoire. Et je trouve que les thèmes qui étaient abordés reflètent bien, dans le fond, la réalité dans laquelle on évolue présentement. On voit qu'au niveau de l'alternance travail-études,
Je pense que de plus en plus, la formation devient une responsabilité partagée. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ça n'appartient plus uniquement au centre de formation professionnelle. De plus en plus, on a de la formation qui se fait en entreprise et je pense qu'au niveau, que ce soit en enseignement individualisé, que ce soit au niveau de l'évaluation, les élèves en difficulté, le monde du travail doit s'adapter aussi à cette nouvelle réalité-là. Et je pense que le mandat de plus en plus de l'école, des centres de formation, sera d'accompagner nos superviseurs en entreprise dans cette nouvelle optique-là qui est de la formation duale de plus en plus vers le 50 %. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je pense que tu es en train de jouer la joute qui s'est jouée tout à l'heure. Donc, tu apportes de nouveaux arguments. Donc, on a une nouvelle game, si on peut dire. Oui, j'ai trouvé des arguments intéressants, mais on voit que sur la patinoire, il y en a qui ont joué dans le filet de l'autre ou dans son propre filet. Donc, un, ça servait de l'attaque de l'autre pour sa propre défense, ou de sa défense par rapport à l'attaque. J'ai trouvé que l'équipe était bien dynamique, que l'entraîneur a bien fait son travail, et que finalement, tout le monde était d'accord sur les arguments de l'un et l'autre. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, effectivement, je pense qu'il y a eu une intervention qui le mentionnait. C'était difficile de défendre les positions, particulièrement le contre, parce que je pense que tous nos intervenants sont plus du côté pour. Et on a vu que la salle aussi optait beaucoup plus sur le pour, effectivement. C'était une belle bataille. Mais l'idée du cul plombé était quelque chose. Là, il y a eu un lancer frappé qui s'est fait et qui a atterri dans un filet ouvert. Voilà. Est-ce que ça conclut votre analyse? On a encore du temps, vous savez. Oui, je vais compléter avec les deux dernières équipes où je me suis amusé à faire une typologie des défenseurs et des attaquants, si on peut dire. Avec Yves et Annie, j'ai vu qu'il y avait une approche de compteur et il y avait une approche de scientifique. Donc, mais les rôles ont été inversés, dans le sens que le scientifique est devenu un compteur et la conteuse est devenue un scientifique. Donc, dans le fond, les arguments qu'a utilisé Annie, on s'aperçoit finalement qu'on se demande si on jouait sur la même patinoire. Chacun avait la sienne. Et j'ai bien aimé ton neveu et avec ton palais. Donc, mais ça n'a pas fait de poids par rapport à l'argumentaire scientifique qui était en arrière comme tel. Dans le cas de Jacinthe et de Martin, j'ai vu l'humaniste et la pragmatique. Donc, l'humaniste a utilisé l'argument et l'a lancé par rapport à la sensibilité humaine des gens. Et Jacinthe nous a ramené sur la vraie patinoire en disant, regarde, la vraie vie, c'est de même que ça se passe. Félicitations pour votre bonne prestation. C'est une idée un peu folle qu'on a eue de vous amener dans ce genre d'activité-là. Il faut penser que c'est une caricature. Donc, une caricature, ça exagère toujours de l'un côté comme de l'autre, mais ça nous permet d'avoir travaillé sur un sujet sérieux de façon légère. Oui, c'est ça, c'est une façon de commencer la journée de façon un petit peu plus dynamique, parce que c'est sûr qu'au cours de la journée, les gens vont revenir avec la façon sérieuse que chaque sujet mérite, bien entendu. Mais c'est une façon d'y aller de façon plus télégraphique, plus noir et blanc, mais en même temps, ça faisait réfléchir et réagir. On veut encore une fois, je vous remercie, M. Boudreau, M. Piché, on veut encore une fois remercier chaleureusement. Ils sont quand même, ils ont bien fait, hein? Nos valeureux gladiateurs ont bien défendu. Merci pour la préparation. Merci pour le temps que vous avez consacré. Alors, merci pour l'invitation pour le 25 et 26 avril, pour le colloque de la couette. Merci de l'invitation pour le 25 et 26 avril, a dit M. Piché. Merci, merci beaucoup. Alors, la journée commence avec cette activité, mais elle se poursuit avec tout ce qui va suivre. Je vous rappelle que vous avez vos ateliers respectifs qui vous attendent à 10h20. Ça commence à 10h20 pile. Moi, je vais retrouver pour ma part avec beaucoup de plaisir tous ceux qui sont inscrits à la table ronde sur la gestion de la diversité, de la théorie à la pratique à la salle Saint-Étienne, qui est tout près à côté. Donc, le temps de ramasser son café en passant, de retourner un appel s'il le faut, mais faut être prêt à commencer à 10h20 pile et ensuite, on se retrouvera à 11h35 pour le repas du midi. Bon atelier tout le monde!